En 1855, un médecin parisien, Jean-Martin Charcot, rencontre en entretien une femme qu'il compte engager comme domestique. L'œil aguerri, il remarque tout de suite sa démarche claudicante, comme si elle souffrait d'une paralysie. Il pense tout de suite à une neurosyphilis, très commune à cette époque. Il l'engage néanmoins, et elle restera à son service de nombreuses années, malgré de curieux tremblements qui feront évoquer ensuite, au médecin parisien, une maladie de Parkinson. Les troubles de la pauvre femme s'aggravent, et elle doit quitter ses fonctions. Charcot la fait alors admettre dans son hôpital, la Salpêtrière, pour qu'elle soit prise en charge sous son commandement. Le médecin l'accompagnera jusqu'à sa mort en 1866 et pratiquera même son autopsie, au cours de laquelle il remarqua que le cerveau de son ancienne domestique était parsemé de curieuses plaques grisâtres qui ne correspondent ni à une neurosyphilis ni à une maladie de Parkinson. Depuis 1861, Jean-Martin Charcot, brillant médecin à l'hôpital de la Salpêtrière, est à la tête d'un immense service de médecine. La Salpêtrière, un ancien arsenal et usine de munitions, est alors un immense hôpital qui regroupe des milliers de femmes de tout âge considérées comme incurables. Démentes, folles, épileptiques ou simplement pauvres et sans ressources, toutes ces femmes s'entassent dans des bâtiments délabrés dans un océan de misère humaine. C'est parmi ces femmes, ce musée vivant de pathologie, que Charcot fit ses plus grandes découvertes qui révolutionneront la neurologie et la psychiatrie et qui lui vaudront une renommée mondiale. À cette époque, Charcot partage la tête des services de médecine de la Salpêtrière avec l'un de ses plus proches amis, Alfred Vulpian. Le but des deux médecins, comme plusieurs autres à ce moment-là, est alors de faire émerger, à partir d'une bouillie informe de symptômes, des maladies bien déterminées, bien individualisées et surtout bien comprises. Il s'appuie pour cela sur la méthode anatomo-clinique, introduite un petit peu plus tôt au cours du 19e siècle et qui permet de corréler les symptômes observés en clinique et les anomalies constatées à l'autopsie du patient, une fois celui-ci décédé. C'est exactement ce qu'a fait Charcot avec sa servante, même si ça nous paraît assez glauque. Charcot et Vulpian s'apprécient. Ils ont fait leurs études de médecine ensemble, ils se connaissent depuis longtemps et sont de bons amis. Entre 1862 et 1865, les deux compères, surnommés les Castor et Pollux de la physiologie expérimentale, soignent plusieurs patients atteints d'un tremblement étrange. Ils pensent tout d'abord à une maladie de Parkinson, décrite 50 ans plus tôt. Mais le tremblement qu'ils observent est très différent. Il parasite tout mouvement, à la différence de la maladie de Parkinson dont le tremblement survient exclusivement au repos. Ce symptôme n'est pas isolé. Il existe même de très nombreux autres symptômes chez ces patients, très hétérogènes, comme une paralysie, un engourdissement voire une anesthésie complète d'un membre, des troubles de la vue, des troubles urinaires, voire même une détérioration des facultés mentales. Chose encore plus étrange, ces symptômes semblent régresser spontanément dans certains cas, après plusieurs jours ou semaines. Les cerveaux des malheureux, tout comme leur moelle épinière, ressemblent curieusement à celui de sa défunte servante. Il est parsemé de plaques grises, sclérotiques. En 1866, les deux médecins décrivent 3 patients devant la Société médicale des hôpitaux. C'est sous la plume de Vulpian, mais qui précise bien que c'est Charcot qui en est à l'origine, que cette pathologie acquiert son nom, la sclérose en plaques. Charcot continua à s'intéresser à cette pathologie au cours des années suivantes et en délivra une description toujours plus précise. Il constate que la localisation des plaques de sclérose à l'autopsie permet d'expliquer précisément les symptômes observés du vivant du patient. Il observe ces lésions au microscope et remarque une destruction de la gaine de myéline autour des axones. Cette gaine de myéline a un rôle capital dans la conduction de l'influx nerveux le long des axones, qui sont de longs prolongements neuronaux que l'on peut grossièrement assimiler à de gros câbles électriques. Ils peuvent dans certains cas être entourés d'un isolant, comme la couche de caoutchouc autour de nos câbles à nous. Cet isolant est appelé une gaine de myéline, et est constitué d'une superposition de fines couches de membrane lipidique provenant de cellules bien particulières, qu'on appelle des oligodendrocytes. Ces cellules spécialisées du système nerveux central forment une espèce de millefeuille autour de l'axone avec leur prolongement membranaire. Le rôle de cette gaine de myéline est d'accélérer considérablement la vitesse de transmission de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. La destruction de la myéline perturbe donc fortement cette transmission, à l'origine des symptômes observés. Charcot repère aussi, au sein des lésions de sclérose, des zones inflammatoires. Il postulera, à raison, que cette inflammation est probablement responsable de la destruction de la myéline. Il se trompa en revanche sur l'origine de cette inflammation, qu'il attribuera aux vaisseaux sanguins présents au sein de la lésion. Charcot et Vulpian continueront à travailler ensemble et resteront de bons amis malgré une certaine rivalité entre les deux écoles. Après leur mort, leurs élèves se livreront une guerre d'influence au cours des décennies suivantes.
comme nous le verrons avec Desgerine et Pierre-Marie. Il est étrange de penser au sort que l'histoire a réservé à Charcot et Vulpian. D'un côté, Vulpian, brillant médecin, a eu une carrière académique fulgurante, rapidement promu professeur et élu à l'Académie de médecine. De l'autre, Charcot, tout aussi brillant, mais dont la progression académique a été bien plus laborieuse, parsemée de nombreux échecs et refus. C'est pourtant bien le nom de Charcot que l'histoire a retenu, alors que celui de Vulpian est tombé dans un relatif oubli. Au cours des décennies suivantes, de nombreuses origines à la sclérose en plaques seront suspectées. En plus de la piste vasculaire soutenue par Charcot, on évoque une origine infectieuse. En 1962, certains scientifiques évoquent une complication lointaine d'une syphilis contractée dans l'enfance. Cependant, les arguments en faveur d'un mécanisme auto-immun s'accumulent au cours du XXe siècle, et un tel mécanisme fait définitivement consensus à partir de 1986, 120 ans après la première description de la maladie par Charcot. Le système immunitaire est une machinerie brillante, d'une incroyable complexité, qui peut par moments se gripper. Alors qu'il doit normalement être dirigé contre les agents extérieurs, les bactéries, les champignons et autres virus, il peut, sous certaines conditions qu'on ne connaît pas encore bien, se diriger contre notre propre organisme, en ciblant des organes bien particuliers. C'est ainsi qu'on décrit des hépatites auto-immunes lorsque le foie est atteint, ou de thyroïdite lorsque c'est la glande thyroïde qui est ciblée par le système immunitaire. Dans le cas de la sclérose en plaques, c'est la gaine de myéline qui est ciblée. La sclérose en plaques évolue par poussées inflammatoires, pendant lesquelles le système immunitaire s'active et détruit la gaine de myéline par endroits, produisant des symptômes souvent très hétérogènes. Cependant, le cerveau est dans un premier temps encore capable de reconstituer cette myéline, permettant la régression des symptômes. Malheureusement, les oligodendrocytes du cerveau perdent peu à peu cette faculté, et sans myéline, l'axone s'abîme et se détruit rapidement, sans espoir de récupération et entraînant la persistance du symptôme. La découverte de l'origine auto-immune de la sclérose en plaques a permis de développer des traitements prometteurs. Les poussées inflammatoires peuvent régresser plus rapidement avec la prise de corticoïdes à forte dose. Des traitements de fond immunosuppresseurs ont été développés afin de limiter la progression de la maladie. C'est le cas par exemple du rituximab, qui permet de bloquer la production d'anticorps. La recherche est aujourd'hui très active, et l'un des centres à la pointe se trouve toujours à la Salpêtrière. En parallèle de ces découvertes sur la sclérose en plaques, Charcot s'intéresse de près à une autre pathologie de la moelle épinière. En 1865, il réalise l'autopsie d'une femme hospitalisée à la Salpêtrière, considérée depuis toujours comme hystérique, et qui a souffert d'une paralysie progressive de ses membres, qui devenaient de plus en plus spastiques, de plus en plus contractés. La paralysie s'était rapidement étendue à tout l'organisme, et lui avait été fatale après qu'elle ait atteint le diaphragme, le muscle permettant la respiration. L'examen de la moelle épinière de cette pauvre femme révéla des lésions sclérotiques étendues de chaque côté de la moelle, à gauche comme à droite. Pour Charcot, il n'y a pas de doute, ces lésions sont responsables du tableau clinique. Il prit en charge quelques années plus tard un enfant au tableau similaire, mais pourtant légèrement différent. Il souffrait lui aussi d'une paralysie progressive et qui lui fut fatale, mais lui n'était pas uniquement atteint de spasmes, mais aussi d'une fonte musculaire importante. À son autopsie, il existait une sorte de fonte d'une région bien particulière de la moelle épinière, la corne antérieure, et une destruction des nerfs moteurs reliant la moelle aux muscles touchés. Le génie de Charcot est d'avoir compris le premier que ces deux tableaux confondus, et ces deux lésions, ne constituaient qu'une seule et même maladie, qu'il nomma en 1874 la sclérose latérale amyotrophique, et qu'on appelle aujourd'hui aussi la maladie de Charcot. Avant de poursuivre, il faut que l'on se penche sur le fonctionnement de notre système moteur et musculaire. En simplifiant, le cortex moteur, une région bien précise de notre cerveau, prend la décision d'un mouvement. Cette information est transmise le long d'un neurone qui relie le cortex moteur à la corne antérieure de la moelle épinière en cheminant sur les côtés de la moelle. Ce neurone est appelé le premier neurone. Il est connecté au niveau de la corne antérieure au deuxième neurone qui lui quitte la moelle épinière et transmet l'ordre moteur jusqu'au muscle. On sait aujourd'hui que la destruction du premier neurone entraîne une rigidité excessive et une spasticité musculaire. Au contraire, la destruction du deuxième neurone contenu dans un nerf est responsable d'une paralysie flasque et d'une fonte musculaire que l'on appelle amyotrophie. On retrouve là les deux tableaux des deux patients de Charcot. La maladie de Charcot associe une sclérose latérale de la moelle, responsable d'une spasticité musculaire, et une amyotrophie du fait de la destruction du deuxième neurone, une sclérose latérale amyotrophique. Charcot décrit non seulement les lésions responsables de la maladie, mais aussi son évolution, qui est désastreuse. Ces patients ne semblent survivre que quelques mois, quelques années tout au plus. Il est désespérant de se dire que cela n'a pas beaucoup évolué de nos jours, le cas de Stephen Hawking étant l'un des records de longévité.
La sclérose latérale amyotrophique reste aujourd'hui très mystérieuse. Nous ne savons toujours pas ce qui cause la mort des neurones. Certaines mutations génétiques à risque ont bien été identifiées, mais elles n'expliquent pleinement que quelques cas seulement. Nos connaissances actuelles semblent indiquer que la mort des neurones serait due à une défaillance de la machinerie cellulaire, secondaire à une accumulation de protéines, d'ARN et de dysfonctionnement des mitochondries, sorte de centrale électrique de la cellule. C'est donc l'accumulation de plusieurs facteurs, certains génétiques, d'autres environnementaux comme l'exposition à certaines toxines, qui seraient à l'origine de la maladie. On reste aujourd'hui très démunis face à cette maladie, sans traitement curatif à proposer aux patients. Charcot avait très justement noté chez ses patients que certaines fonctions n'étaient jamais touchées par la maladie, et en particulier le toucher. Aucun patient ne souffrait de troubles sensitifs, la maladie semblait purement motrice. Cependant, on sait aujourd'hui que c'est faux. Les neurones moteurs ne sont pas les seuls touchés par la défaillance cellulaire. Les patients souffrant de sclérose latérale amyotrophique sont en effet particulièrement à risque d'une maladie tout aussi terrible, la démence frontotemporale, qui comme son nom l'indique, correspond à une mort des neurones au niveau des lobes frontaux et temporaux de notre cerveau. Il s'agit d'une maladie très handicapante, au cours de laquelle le sujet perd progressivement ses facultés mentales et ses connaissances sur le monde. Si vous êtes intéressé par les démences frontotemporales et par les histoires de cow-boys, je vous renvoie vers un article du blog. Il faut bien noter que la description de la sclérose en plaques et de la sclérose latérale amyotrophique ne s'est pas faite de façon indépendante. Charcot ne s'est pas penché spécifiquement sur une énigme, un tableau clinique bien défini, qu'il a réussi à nommer et comprendre. Il s'est attaqué à une forêt vierge, un entremêlat de symptômes désorganisés qu'il a réussi à classer, à ranger dans des cases bien distinctes. C'est en étudiant les différences entre les différents tableaux, avec un œil de clinicien infiniment doué, qu'il a réussi. C'est autant dans la description de ce qu'étaient ces pathologies que ce qu'elles n'étaient pas, que réside le génie de Jean-Martin Charcot. Cependant, il ne faut pas non plus penser que ces découvertes sortent de nulle part si ce n'est de son esprit génial. Charcot était un fin connaisseur des dernières découvertes médicales. Il s'est appuyé sur les épaules des géants qui l'ont précédé. Concernant la sclérose en plaques, il était parfaitement au courant des descriptions déjà réalisées par Cruveilhier, un médecin français qui avait rapporté dès les années 1840 le cas d'une certaine Joséphine Paget, qui était devenue progressivement aveugle et paraplégique, et dont la moelle épinière et le cerveau contenaient de nombreuses plaques. Une telle observation avait même déjà été réalisée dès 1824 par un autre médecin français, Charles Prosper Olivier. Tout le mérite de Charcot aurait été de discerner précisément la sclérose en plaques des autres maladies qui lui ressemblent, tout en décrivant la nature inflammatoire des lésions de sclérose. L'histoire est sensiblement la même pour la sclérose latérale amyotrophique. Dès 1850, deux médecins, Aran et Duchesne, avaient déjà décrit des tableaux cliniques similaires. Mais ils n'avaient pas compris les causes sous-jacentes. Ils n'avaient pas été capables de discerner une origine musculaire d'une origine neuronale. Cruveilhier, encore lui, avait décrit la sclérose latérale de la moelle épinière chez une patiente souffrant d'une spasticité musculaire, mais n'avait pas su saisir le tableau clinique entier. Tout le génie de Charcot aura été de décrire, mais surtout de classer et de comprendre les bases physiologiques de chaque symptôme et de les rattacher à une lésion bien particulière. Charcot n'a pas construit un palais, il a défriché une forêt vierge. Dans les années 1870, Charcot connaît une renommée mondiale pour ses travaux. Il devient académicien en 1872 en succédant à son ami Vulpian sur la chaire d'anatomie pathologique. Ses leçons et soirées, au cours desquelles il transmet ses découvertes à un vaste public, deviennent de véritables événements mondains qui rassemblent bien au-delà du monde médical. À la Salpêtrière, il s'entoure de jeunes prometteurs qui l'aideront à façonner une nouvelle psychiatrie et une neurologie naissante. Vulpian mourut en 1887, son ami Charcot à ses côtés. Ce dernier lui survivra quelques années avant d'être foudroyé par un infarctus du myocarde en 1893 à l'âge de 67 ans.